je pense que quand j'écris, il y a trois niveaux. Il y a une sorte de, il y a un désir. J'ai envie de raconter une histoire. Bon, je sais à peu près quel va être le cadre de cette histoire. Je sais à peu près comment ça commence, à peu près comment ça finit. Il y a un deuxième niveau qui est, il faut que je construise. Alors, je fais comme une sorte de construction tu vois, comme les mécanos, hein. Je dis pas Lego et Playmobil parce que moi je jouais pas avec des Lego et des Playmobil, je jouais avec des mécanos où tu mets des vis, etc. Ou des constructions avec mes enfants, ils avaient des caplas qui sont des petites briques en bois où tu fabriques des tas de trucs. J'avais un fils qui fabriquait des labyrinthes comme ça. Donc je fabrique le labyrinthe dont je me propose de sortir, toujours en référence à Pérec et à Raymond Queneau. Et puis après, à l'intérieur de ce labyrinthe qui est plus ou moins déjà construit, ou que je construis en avançant, il y a mes sentiments, et parmi mes sentiments et mes idées, les idées qui me viennent, il y a les références littéraires. Il y a des personnages que je vais emprunter à mes comic books, que je vais mettre dans la ville de Tillier. Il y a Arsène Lupin, ou comment dirais-je, ou Monsieur Vance que Franz lit. Il y a Zorro à la télévision, il y a, etc. Et ça fait partie de l'environnement. C'est-à-dire, c'est pas l'environnement d'un petit garçon de 10 ans, c'est pas seulement le petit déjeuner, l'école, le repas du midi, l'école, etc. Non, c'est aussi tout ce qu'il y a entre. Hein. Tout ça, c'est l'école et la vie quotidienne, c'est des trucs que tout le monde voit. Mais ce qu'il y a en fait en second plan, ce qu'il y a entre, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans sa tête, les relations avec les copains, qu'il est le seul à connaître, ou alors il faudrait aller interroger les copains aussi, c'est quel est l'itinéraire qu'il fait entre l'école et la librairie, etc. C'est les gens qui l'écoutent, c'est le fait d'écouter aux portes et d'entendre les parents parler de l'autre côté de la porte ou par le conduit de la cheminée. Bon. C'est tout ça, la vie d'un petit garçon de 10 ans. C'est pas juste, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'école, tu reviens. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que toutes les références qui, moi, sont des références narratives, hein, c'est des références littéraires, c'est des références de films, c'est des références de téléséries ou de bandes dessinées. Là, ça remplit, parce que la vie intérieure d'un petit garçon, de certains petits garçons en tout cas, c'est ça, c'est toute cette vie d'imaginaire, qui interfère avec la vie réelle, avec ce que les parents racontent. Quand je fais ça, je sais que ça va devenir un jeu littéraire, mais c'est plus intuitif que construit. Ça vient parce que j'ai envie... Quand je parle de Zorro à un moment donné, et de la relation entre Zorro et son père, c'est parce que pour moi, c'est évident que, à l'époque, j'en étais pas conscient, mais pour moi, quand je voyais la relation de Zorro avec son père, ça me parlait de ma relation avec mon père. Alors maintenant, je le fais consciemment. Quand j'avais 10 ans, je m'en rendais pas compte. Maintenant, je peux le faire. Donc bien sûr, je sais que c'est un jeu littéraire, mais c'est aussi un jeu qui est profondément ancré dans ce que j'ai ressenti. Non, et puis ça ressort. Souvent, je fais un plan schématique. Mais c'est pas tellement le plan schématique qui m'aide, c'est plutôt une sorte de logique narrative qui est liée à la logique de la vie. Quand j'ai écrit La maladie de Saxe, par exemple, le plan s'est fait parce que j'avais un schéma qui était tout simplement la semaine de consultation de Bruno Saxe, et donc je savais que certains jours il se passe certaines choses, et à ce moment-là je les faisais apparaître. Et là c'est un peu la même chose, c'est... ils arrivent, ils trouvent la maison, comme ils sont tous seuls dans la maison, Abraham va chercher une assistante, et puis, etc. Donc les contraintes de la vie, il va à l'école, il rencontre Franz va à l'école, il rencontre des copains, donc il va faire deux rencontres, hein, deux copains qui vont être de très bons copains, et puis un autre qui va devenir son ennemi. On a tous eu un ennemi à l'école, un ennemi juré, celui qui était Moriarty, le commandant Monestorio, etc. Bon, donc et tout ça, ça procède d'une logique qui est la logique de la vie quotidienne. Et à ce moment-là, les personnages y rentrent et le plan se construit, c'est-à-dire que inévitablement, quand Franz va se mettre à explorer cette immense maison, il va trouver des choses. Et les choses, elles arrivent. Et à ce moment-là, c'est là que je décide qu'est-ce qui va arriver.
Donc mon plan, il y a un plan schématique, mais il y a surtout une succession d'événements qui me semblent logiques dans cet univers-là et qui font que un certain nombre d'événements arrivent ou n'arrivent pas d'ailleurs. Parce que en cours d'écriture, je peux décider que telle chose qui arrive, finalement, il vaut mieux que ce soit quelque chose que Franz invente plutôt que ce soit quelque chose qui arrive. C'est un souhait que j'ai, mais c'est un souhait enfantin, donc il vaut mieux que ce soit un souhait de Franz et donc quelque chose qu'il imagine et non pas quelque chose que je fais arriver dans le roman parce que moi je le souhaite. Donc il y a des choix comme ça qui se font, mais qui ne sont pas forcément prémédités, qui se font au fil de l'écriture et parfois dans la réécriture, parce que bon c'est un roman que j'ai beaucoup réécrit. J'ai fait une première version et puis après avoir fait une première version, je l'ai réécrit sur les conseils avisés de mon éditeur et puis de ma compagne et d'une autre personne qui l'avait lu, qui m'ont dit il y a des choses qui marchent moins bien, donc j'ai fait attention. C'est un livre qui doit beaucoup à ses premiers lecteurs. Oui, je fais des listes. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très souvent pour tous mes livres. Je fais des listes de choses que je voudrais aborder. Et des fois, je me tiens aux listes, et puis des fois, il y a des trucs qui se rajoutent qui n'étaient pas prévus, et puis des fois, il y a des choses que je garde pas. Oui, moi, je suis quelqu'un qui fait des listes pour tout. Je fais des listes de commissions, je fais des listes de sujets à aborder dans mes livres, etc. Oui, ça, je suis un homme à liste. Ouais. Mais encore une fois, les listes, ça fait partie des notes préparatoires. Ensuite, c'est réintégré dans le projet quand je le commence. Et parfois, les listes deviennent un item que j'ai mis dans la liste, devient un titre de chapitre et va me... Mais ça m'est arrivé souvent, par exemple, pour Abraham et Fils, de commencer un chapitre avec un titre, qui était l'amorce de ce que je voulais raconter, et puis finalement d'écrire tout à fait autre chose, et à la fin de mettre un autre titre qui correspondait mieux au chapitre, parce que entre le titre, donc l'entrée de la liste, et puis l'écriture du chapitre, il s'était passé des choses, et finalement ça s'était transformé en autre chose. Donc c'est un plan, c'est comme le labyrinthe, c'est ça, c'est le labyrinthe qu'on construit au fur et à mesure qu'on se propose d'en sortir. C'est pas quelque chose qui est prédéterminé. Il y a une vague, un vague schéma de départ avec un fort désir et puis plein de choses à mettre dedans. Et puis donc ça s'élabore au fur et à mesure de l'écriture. J'ai un grand souci quand j'introduis un élément qui peut être un personnage, qui peut être un lieu, etc. J'ai un grand souci de ne pas l'introduire pour rien. Donc quand j'introduis un élément, il fait partie de mes tiroirs qu'il va falloir que je rouvre plus tard. Si je fais apparaître Claire à un moment donné, Abraham rencontre Claire, et puis il faut que je puisse faire évoluer l'histoire. Donc il faut que Claire elle ait aussi une histoire derrière elle qu'on va pas connaître tout de suite. Mais il est évident que dans mon esprit, je vais rouvrir ce tiroir pour sortir ce qu'il y a dedans. Mais ça c'est pas forcément quelque chose qui est apparent, enfin je sais pas à la lecture, c'est quelque chose qui est mon mode de travail. Et alors évidemment il y a des choses qui en induisent d'autres, c'est-à-dire que si je dis que Claire était mariée à un gendarme, eh ben il va falloir que je parle de la relation entre la gendarmerie de Tillier et Abraham, qui va devenir médecin de la gendarmerie. Et ça peut pas être simplement qu'il est médecin de la gendarmerie. Il faut forcément qu'il se passe quelque chose dans cette relation. Donc ça va créer un nouveau tiroir qu'il va falloir ouvrir et prendre des choses dedans pour remplir un chapitre. En fait, il y a plusieurs vagues. J'écris un premier jet, et puis ensuite je reviens et très souvent je rajoute des chapitres, j'en enlève. Par exemple, il y a 2 chapitres que j'avais écrits pour le roman que j'ai enlevés, qui vont aller dans le roman suivant. J'enlève des chapitres. Dans Malitzak, c'est pareil, il y avait des chapitres que j'ai enlevés. Et très souvent, la fin aussi du livre, ou même des fois pendant le cours du livre, j'inverse des ordres de chapitres. Parce que je me dis, il est plus logique que ça vienne avant ça, etc. Donc il y a un premier jet, mais ensuite il y a un gros travail de réorganisation, de réécriture, de compléter quelque chose, corriger quelque chose que j'avais dit au début et qui n'est plus la même chose à la fin. Il y a un travail qui est un travail en plusieurs vagues. C'est pas un travail
comment dire, c'est pas un travail vraiment de continuité absolue. Il y a une continuité parce que j'ai besoin d'être avancé suffisamment dans le livre pour savoir à peu près où je vais et comment je vais organiser la fin. Si j'ai écrit la première moitié, je sais comment la fin va s'organiser. Donc j'ai un premier jet important qui va être toute la première moitié du livre. Mais après, c'est beaucoup de bricolage, de déplacement, de compléments, de modifications de point de vue, de choses comme ça, qui me permettent d'affiner le livre. Donc voilà, il y a un peu toutes les méthodes. J'ai pas une méthode, c'est plutôt un ensemble de méthodes que j'utilise. Ah, le titre, je l'ai eu très tôt. Hein, le titre, je l'ai eu très tôt. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que je l'appelle Abraham et fils, Abraham et Franz. Mais Abraham et fils, c'est mieux parce que fils, c'est les fils aussi. Et puis c'était aussi pour signifier qu'au départ, c'est son fils, mais il sait pas qui il est. C'est même Abraham qui lui donne son nom à 8 ans, puisqu'à 8 ans, il se souvient pas qu'il s'appelle Franz. Quand il sort de son coma, il sait pas qu'il s'appelle Franz. Donc, mais le titre, je l'avais très tôt, ouais. Je l'avais très tôt. C'était évident qu'il allait y avoir Abraham dedans. Et tout à l'heure, en venant ici, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça, parce que quelqu'un m'avait demandé, bon, mais Abraham, c'est à Montréal, à la librairie Gallimard, une des personnes à qui j'ai présenté le livre m'a dit, mais Abraham et fils, est-ce que la référence biblique est voulue? Je dis oui, c'est sûr qu'elle est voulue, la référence biblique. Il y a même elle est même examinée très précisément dans le livre, puisqu'à un moment donné, Franz demande à son père, bon mais toi, est-ce que tu aurais sacrifié ton fils si Dieu te l'avait demandé? Bon. Et en fait, je me suis dit, Abraham et fils, dans une certaine mesure, ça pourrait être, et si, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, si au lieu d'obéir pieusement à Dieu et d'emmener son fils pour le sacrifier, ce qu'il ne fait pas à la fin, puisque Dieu lui dit non, tu vas sacrifier ce bouc à la fois, si Abraham avait répondu je t'emmerde, et qu'il avait pris son fils et qu'il était parti. C'est-à-dire, parce que dans le roman, Abraham dit très clairement qu'il est complètement athée. Oui, Franz se pose des questions sur sa judéité, d'abord aussi sur la judéité de son père, parce que son père parle de la judéité alors qu'il n'est pas croyant, mais qu'il voit comme une judéité culturelle. Et donc Franz est en droit de se poser la question, bah, est-ce que moi je suis juif alors? Est-ce que mon père est juif mais moi non? Et puis ma mère, est-ce qu'elle était juive ou pas? Et qu'est-ce que c'est que le judaïsme, etc. Et c'est aussi, effectivement, ça fait aussi partie des questions qu'on se pose quand on veut comprendre ses origines culturelles, parce que tout le monde, ou presque, a été élevé dans un environnement culturel qui est souvent, pas toujours, mais religieux, et se pose des questions sur le fait religieux ou la croyance en Dieu, quand on ne croit pas en Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça a pu représenter quand j'étais enfant? Qu'est-ce que ça a pu représenter pour mes parents? Là, il y a une continuité dans ce que je pense, c'est-à-dire il n'y a pas de différence pour moi entre écrire tenir un blog médical pour parler d'éthique médicale en disant le comportement d'un soignant, ça doit être un comportement voué au service des individus, quelle que soit son idéologie, ou alors à ce moment-là, il ne faut pas soigner, il faut faire autre chose. Et c'est la même chose pour écrire. J'écris pour moi, bien entendu, de la même manière que je soigne pour moi. Ça me fait du bien de soigner, ça me fait du bien d'écrire. Je suis content d'écrire, je suis content de soigner. Mais je tiens à ce que la façon dont je soigne soit tournée vers les besoins des gens, et je tiens à ce que la façon dont j'écris soit tournée vers les autres. J'ai la chance de pouvoir écrire et publier comme je veux, donc je tiens à ce que ça bénéficie aux gens qui vont me lire. Les lecteurs ne sont pas à ma disposition, c'est moi qui suis à la disposition des lecteurs, c'est moi qui suis au service des lecteurs à qui ça va plaire. Je veux dire, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais c'est moi qui suis au service des lecteurs qui aiment ce genre d'histoire. Et je suis très content qu'on me dise qu'on aime mon livre, parce que je l'ai écrit comme je veux,
Et ça me fait plaisir que ça fasse plaisir à certains lecteurs, et puis si ça fait pas plaisir à d'autres lecteurs, bah, c'est pas grave, il y a tellement de livres et tellement d'auteurs qu'on trouve toujours quelque chose pour se faire plaisir. Mais c'est aussi, pour moi, écrire, c'est aussi un outil pour raconter le monde et pour dire des choses qui ne sont pas dites ailleurs. Alors je l'ai fait beaucoup dans les romans médicaux, là je vais le faire, là la matière, ce sera plus la médecine, ce sera plutôt l'histoire de la France récente, et une autre manière de la voir, une manière qui soit ni complètement négative, ni complètement hagiographique, mais qui soit une manière sensible, une manière intime, se poser des questions toutes simples. J'écris aussi pour poser des questions naïves, en disant mais c'est pas des questions stupides. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est en posant des questions qu'on commence à réfléchir.